Donc, bonsoir à tous. Donc, le débat d'orientation budgétaire pour l'année 2018. Donc, histoire de présenter la situation financière de la collectivité, les prospectives, les rétrospectives et l'élaboration en cours du budget 2018. Et comme chaque année, donc à faire 2 mois avant le vote du budget qui se fera le 15 mars. Donc, pour situer dans quel contexte on construit ce budget 2018, il y a le contexte national donc, qui vient nous éclairer sur la situation économique et financière en général. Donc, au niveau situation économique, il y a un PIB qui progresse de 1,8 à 1,9% pour l'année 2017, donc une croissance plus élevée que les années précédentes. Le pouvoir d'achat des ménages qui augmente, mais les dépenses de consommation n'augmentent pas dans la même proportion et restent un peu plus modérées. Et le déficit public qui serait donc à 2,9% du PIB, donc en dessous les fameux 3% dont on entend parler régulièrement. Et autrement, les dépenses d'investissement, je n'avais pas mis, qui progressent un peu moins vite au niveau du domaine privé, progressent quand même de près de 4%. Et les dépenses publiques qui restent à un niveau assez modéré, mais en légère reprise. Au niveau contexte financier, il y a des taux de crédit qui sont toujours assez bas et pour l'instant les prévisions prévoient une stabilité dans ce domaine sur l'année 2018, ou tout au moins la première partie de l'année 2018 sans problème. Et ce contexte national, donc après ces indicateurs, c'est le projet de loi de finances 2018 du gouvernement. Et plus particulièrement les mesures qui touchent directement les collectivités locales qui nous intéressent. Donc la plus importante, bien sûr, dont on a bien entendu parler depuis quelques mois, c'est le dégrèvement de la taxe d'habitation pour 90% des ménages. Donc il y aura 30% du montant qui sera effectif pour 2018, 35% en 2019, de plus en 2019, et le solde en 2020, où là il y aura le dégrèvement total. Donc comme c'est sous forme de dégrèvement, donc il y a une compensation automatique par le gouvernement, pour l'instant, tant que c'est considéré comme un dégrèvement. Ce sera à voir pour la suite l'évolution de cela. Mais pour cette année, on a la garantie de toucher la compensation. En ce qui concerne la DGF, on verra tout à l'heure dans les rétrospectives qui a beaucoup baissé depuis 2013. Donc là, normalement, il y a une stabilité cette année, mais donc il y a les ajustements avec les différentes péréquations qui évoluent d'une année sur l'autre. Et en général, on est toujours un petit peu perdant dans ces calculs de péréquation qui permettent des équilibres entre les différentes collectivités. Donc, pas de baisse effective de la masse globale, mais nous, on pourrait avoir une petite baisse quand même. Les valeurs locatives qui devraient augmenter sans doute de 1%, c'est à confirmer, on n'avait pas le chiffre encore définitif. Autre impact, mais qui sera normalement compensé, c'est la hausse de la CSG sur les salaires de 1,7%, donc qui doit être compensé par l'employeur. Donc on abonde au niveau du brut pour compenser ça, mais il y aura une baisse de cotisation patronale sur la sécurité sociale qui va venir en déduction, et qui devrait, pour nous, ne pas avoir trop d'impact sur nos finances. Après, le mécanisme, c'est autre chose. Et il y a 2 autres mesures qui impactent davantage les plus grosses collectivités. C'est le plafonnement à 1,2% des dépenses de fonctionnement. Il va y avoir 340 collectivités de plus de 60 000 habitants qui vont contractualiser avec le gouvernement sur cette chose, mais c'est quand même quelque chose qui est demandé à toutes les collectivités, sachant que c'est inflation comprise, donc ça laisse une marge de manœuvre assez réduite pour faire évoluer nos dépenses de fonctionnement en fonction de nos besoins. Et également une règle qui vient s'ajouter à la règle d'or de l'équilibre, de la capacité de désendettement qui doit rester en dessous les 12 ans pour les collectivités de plus de 10 000 habitants. Donc là, comme je disais, on n'est pas directement impacté par ces mesures-là, mais des collectivités qui nous donnent des subventions peuvent être impactées et donc revoir leur politique de subvention à terme. Donc c'est à surveiller aussi ces différentes règles, l'impact que ça pourra avoir pour la suite.
là, on n'avait pas fait ça l'an dernier. C'était la première fois qu'on votait le budget en mars. Donc le DOB se fait en janvier. On n'avait pas fait l'an dernier, mais cette année, on fait un petit résultat estimatif de 2017, puisqu'on a déjà des chiffres qui sont pas définitifs, mais qui donnent des bonnes tendances. Donc en fonctionnement, on aurait sur 2017, on fera le point bien sûr le 15 mars, puisqu'on fera aussi le compte administratif, mais des dépenses de 7,6 millions, donc en augmentation par rapport à 2016, et des recettes de 8,5 millions, également en augmentation un peu plus forte qu'en 2016. Mais donc, comme je le mets, c'est à modérer avec ces chiffres-là, puisqu'il y a des opérations d'ordre qui ont été réalisées pour la renégociation de l'emprunt. On avait un emprunt qui a été renégocié. Et ça fait un surcoût de un peu plus de 500 000 euros sur les dépenses de fonctionnement. Donc on se retrouve à peu près au même niveau qu'en 2016. Donc voir les derniers ajustements qu'il y aura. Et sur l'investissement, pareil, on a 1 858 000 euros de l'emprunt qu'on a renégocié qui apparaît ici et en dépenses et en recettes. Donc il vient modérer également ces chiffres. Parce qu'en fait, on a... En investissement pur, on a un investissement qui a été moindre que l'année passée. L'année d'avant, on avait la salle Alice Mia. Cette année, on a fait moins de travaux que sur 2016. L'année dernière, on avait fait une prospective jusqu'en 2020. Donc cette année, on fait une petite rétrospective sur les années 2013 à 2017, en regardant les différentes dépenses sur les principaux chapitres de fonctionnement et d'investissement. Donc on voit que sur le chapitre 11, les charges générales, donc des services et tout ce qui est fluide et tout ça, on a une certaine stabilité, une très légère baisse. On essaye d'optimiser au mieux ces dépenses. Sur le chapitre 12, qui concerne toutes les dépenses de personnel, on a eu une hausse sur la première partie de la période et on s'est stabilisé cette année. Ça devrait être encore le cas l'année prochaine. Donc il y avait aussi en 2014, il y avait eu aussi la mise en place des TAP qui avait nécessité des recrutements. Il y a différents facteurs qui expliquent cette évolution en début de période. Le chapitre 65, il est assez stable, ça fluctue très légèrement. C'est les autres charges, en particulier la subvention au CCAS, à l'école Sainte-Marie, nos indemnités également sont dans ce chapitre-là. Et le chapitre 66, c'est les intérêts de la dette, qui reviennent à une masse à peu près équivalente chaque année. C'est pas très facile à voir à l'échelle. Question recettes de fonctionnement. Donc il y a les recettes des services qui ont bien augmenté une partie sur les premières années avec des effectifs des fréquentations de nos équipements, écoles, cantines, centres de loisirs, qui étaient en hausse régulière. C'est plutôt stabilisé là sur les dernières années, avec des tarifs qu'on essaye de ne pas augmenter plus qu'il ne faut, pour garder l'accessibilité à tout le monde, avec le passage au taux d'effort qu'on a fait aussi dans l'année. La principale recette, ce sont les taxes locales. Donc, raison de plus pour faire attention à l'évolution de la taxe d'habitation et de la future fiscalité locale. Avec donc les taxes locales, taxes d'habitation, taxes foncières essentiellement. Et également donc, d'autres taxes annexes comme sur les ventes de maisons et également donc, sur la publicité extérieure qui explique en partie la hausse que l'on peut observer cette année. On y reviendra dans le compte administratif. Et puis on voit la baisse régulière des dotations, essentiellement due à la dotation globale de fonctionnement de l'État qui a diminué régulièrement chaque année depuis 2013. C'est pour ça que je l'ai remis un focus dessus en dessous avec un petit tableau en dessous, qui nous permet de voir que de 2013 à 2017, on a donc 470 000 euros de moins. Si on prend juste la comparaison entre 2013 et 2017, mais en cumulé, ça fait l'équivalent de 1 100 000 euros en cumulé, donc ce qu'on touchait en 2013. C'est comme si on avait eu une année blanche sur ces 5 années. Hop, j'ai dû aller un peu trop vite. Les dépenses d'investissement. Donc les dépenses d'investissement, ça dépend bien sûr des différents travaux qu'on fait. Donc il y a les investissements en logiciels ou différentes études qu'on peut faire pour des travaux futurs.
Il y a les équipements matériels sur le chapitre 21 et puis les travaux sur le chapitre 23. Donc on voit en 2013 c'était sur la salle Hippolyte Dorouet qui avait eu un pic, et en 2016 c'est la salle Alice Mia. Et entre-temps on essaye de modérer davantage les investissements pour se donner de la capacité à refaire de gros projets. Et puis le remboursement du capital de la dette donc, a augmenté un petit peu cette année avec la renégociation de l'emprunt et la réalisation de l'emprunt qu'on avait fait fin 2016 aussi. Et puis le FC, c'est dans les recettes après, hop, j'allais trop vite. Donc les recettes d'investissement, donc les différentes subventions qu'on a en fonction des travaux aussi qu'on peut réaliser. Donc qui sont, on voit que ça correspond pas toujours, les pointes ne correspondent pas toujours à la pointe des travaux, puisqu'on a des fois des décalages, on touche les subventions une fois les travaux complètement soldés. Donc en particulier, les subventions de MIA avaient été réparties sur 2016 et 2017 par exemple, c'est pour ça qu'on n'a pas un pic en 2016 sur ces subventions. Le FCTVA par contre, on retrouve des pics l'année d'après les gros travaux, automatiquement, puisqu'on touche ça l'année d'après. Et puis l'excédent de fonctionnement, qui est à peu près, qu'on arrive à maintenir de façon à peu près stable, reversé aux alentours d'1 million d'euros chaque année pour financer nos investissements. Donc il faut essayer de maintenir à un taux suffisamment élevé pour pouvoir continuer à faire des travaux sans s'endetter au-delà du raisonnable. Sur cette dette justement, donc les différents chiffres de la dette, donc la dette par habitant, qui donc diminue du fait des remboursements en capital qu'on a fait sur 2017 là, et pas de nouvel emprunt réalisé en 2017. 2016, il y avait une augmentation du fait du nouvel emprunt. 2017, pas de nouvel emprunt, un remboursement d'environ 400 000 euros de capital, donc ce qui nous fait une baisse par habitant. On est à 498 euros fin 2017 contre 514 fin 2016. Sachant que la moyenne nationale sur les communes équivalentes entre 5 et 10 000 habitants est de 842 euros. On a un encours de la dette à 4 millions d'euros fin 2017, ce qui fait une capacité de désendettement environ 4 années. Donc on est loin des 12 ans préconisés pour les collectivités de plus de 10 000 habitants. On ne pas dépasser. Préconiser. Oui, enfin, il faut éviter de les dépasser. C'est des seuils d'alerte. Voilà un petit peu pour cette rétrospective sur les 5 derniers exercices. Sur 2017, on y reviendra donc plus en détail au mois de mars. Donc les prospectives budgétaires, c'est juste un petit rappel un peu de ce qu'on avait pu évoquer sur les prospectives qu'on avait fait l'an dernier. Donc on a un excédent de fonctionnement qui a tendance à être un peu plus limité. On verra ça lorsqu'on réalisera le compte administratif. La capacité d'autofinancement donc, aurait tendance à se réduire d'ici 2020. Donc on est à 4 ans, il y avait une perspective à 10 ans en 2020, on est un petit peu mieux quand même que ce qui avait été estimé pour 2017, on refera la comparaison. Mais quand on aura les chiffres définitifs, il y en a un petit peu mieux a priori que ce qu'on avait estimé, donc la pente va dans le bon sens par rapport à ce qu'on a fait cette année. Mais donc on reste sur une perspective on avait dit sur 2 ou 3 exercices d'être un peu moins avant le projet Médiathèque. Donc on l'a fait cette année, on va encore le continuer l'an prochain et on verra pour 2019 ce qu'il en sera. Donc pour ça, c'était les règles qu'on s'était données, c'était la maîtrise des dépenses, qu'on appliquait déjà sur les charges générales. On a pu le voir qu'elle avait légèrement baissé. Donc on poursuit cette démarche en lien bien sûr avec les services qui sont les premiers concernés par ces dépenses. Chacun travaille comme il faut pour optimiser ce service à moindre coût. Les dépenses de personnel aussi qu'il faut maîtriser, mais en tenant compte bien sûr des évolutions de carrière des agents avec le glissement vieillesse-technicité. Donc ça aussi, on a vu que entre 2016 et 2017, il y avait une stabilisation de ces dépenses. Donc on arrive à bien maîtriser aussi ce domaine-là. Et normalement, on va continuer sur ça aussi pour 2018. Tout en maintenant, bien sûr, notre soutien au secteur associatif. Alors ça entraîne des dépenses au niveau des bâtiments, au niveau de la subvention directement qu'on leur donne, ainsi de suite, tous les moyens qu'on peut leur donner.
Ça, c'était donc ce qu'on avait déjà évoqué, les pistes l'an dernier. Et puis également essayer de dynamiser les recettes, puisque on avait des dotations qui baissaient et on s'était engagé à ne pas augmenter les taux pendant la durée du mandat. Donc et on veut également, comme je disais tout à l'heure, modérer l'augmentation des tarifs des services pour le rendre accessible au plus grand nombre. Et donc pour ça, on avait prévu d'optimiser le recouvrement des différentes taxes, avoir à la fois plus de recettes et plus d'équité, c'est-à-dire que tout le monde paie bien la taxe qu'il doit. Donc il y avait 2 chantiers en œuvre là-dessus, donc sur la publicité extérieure et sur les taxes d'habitation et taxes foncières. Donc sur la publicité extérieure, ça a bien marché cette année, la mise en œuvre de ces recettes, qui étaient votées depuis 2008 mais pas appliquées de façon absolue. Et puis c'est en cours avec Ecofinance sur les révisions de certaines taxes d'habitation et taxes foncières qui ne sont pas au niveau qu'elles devraient être. Quelque chose que j'ai rajouté donc, au propos de ces recettes, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur l'évolution de la fiscalité locale, comme j'en ai déjà parlé tout à l'heure, au-delà de 2020. Il y a les compensations qui sont automatiques pour l'instant avec le dégrèvement, mais est-ce qu'elles dureront sur le temps? On voit avec les dotations en général de l'État qui sont intégrales les premières années et qui ont tendance à s'effriter. Est-ce que ces taxes seront supprimées? Est-ce qu'il y a une refonte qui est évoquée par le gouvernement d'ici la fin de son mandat? Donc tout ça à surveiller également pour l'impact que ça pourra avoir sur nos finances. Donc voilà un petit peu pour l'état global. On va en venir plus précisément maintenant au budget 2018 et les perspectives qu'on souhaite mettre en place pour ce budget. Donc je rappelle toujours les axes de notre politique qui est notre programme depuis les dernières élections, avec des services adaptés à tous les publics et accessibles à tous les publics. Bien entretenir les dynamiques culturelles et sportives de la commune, que ce soit par le soutien aux associations ou par les événements qu'on organise directement, comme le salon de peinture, la saison culturelle. Et puis bien sûr pour soutenir tout ça, l'acquisition ou l'entretien de différents bâtiments qui ont besoin de rénovation ou pour développer des activités. Et puis toujours le volet social qui est porté par le budget du CCAS et le soutien qu'on y apporte par nos subventions. Donc le fonctionnement sera toujours sur un budget de l'ordre de 8 millions d'euros, un peu comme ça avait été les années précédentes. On arrive à maîtriser donc l'évolution de l'enveloppe de ce budget. On a travaillé avec les services pour qu'il y ait une baisse des charges à caractère général, en faisant de nouveaux efforts sur ces budgets. Donc ils ont encore recherché, même si ça devient, bien sûr, vu les efforts qui sont faits dans ce domaine-là depuis plusieurs années, ça devient de plus en plus compliqué de trouver des pistes, mais on a encore. Il y a aussi des mutualisations dans les appels d'offres, comme il y aura cette année avec une mutualisation avec le gaz. On verra ce que ça donnera, mais ça a des perspectives d'économie également. À nouveau, comme ça a été sur 2017, une stabilisation des charges de personnel. Donc il y a toujours l'augmentation des salaires avec les évolutions glissement vieillesse technicité, donc les avancements de grade et de carrière des agents. Il y a la hausse de la CSG, mais comme je disais, avec une baisse de cotisation patronale qui devrait compenser. Et il y a pourtant le nouveau responsable de la médiathèque qui va commencer d'ici 2 semaines, là, le 13 février, et qui, malgré cela, on arrive à maîtriser donc le budget des personnels et rester dans une enveloppe à peu près stable. Les autres dépenses seront également stabilisées avec, je rappelle, le prélèvement pour la loi SRU de 125 000 euros. C'est une estimation enveloppe équivalente de l'an dernier. L'année dernière, on avait prévu 90 000, on avait une surprise, ils avaient augmenté le taux par logement vacant. Donc là, on n'a pas encore les chiffres, donc on espère que ça sera un peu plus stable cette année. Sur les recettes de fonctionnement, on devrait avoir une augmentation d'environ 1,5 des recettes, avec une stabilisation globale du produit des services. Une hausse des contributions directes avec l'augmentation de l'assiette, plus de logements et l'évolution des bases, qui serait, donc, comme je disais tout à l'heure, dans l'analyse économique d'environ 1%. Et puis donc les taxes annexes qui sont aussi à un rendement plus élevé qu'elles étaient les années précédentes.
Allez. Donc, et puis autrement, une stabilisation normalement des dotations et participations qu'on aura cette année. Hein, par rapport aux dotations qu'on a eues pour 2017. Sur le budget d'investissement, on serait sur un budget d'environ 2,1 millions d'euros. Donc une très légère augmentation par rapport à l'an dernier. Avec des dépenses d'investissement sur les travaux et équipements à 1 250 000 euros. La grosse enveloppe, c'est bien sûr l'achat du centre technique départemental rue du Progrès, qui a été validé, dont on va parler tout à l'heure dans le conseil, et qui a été validé en commission mixte bâtiment et sport au mois de décembre, avec 60 000 euros de travaux qui seraient réalisés cette année, donc une partie des travaux cette année et une autre partie sur l'année 2019 sans doute. Également la poursuite de l'ADAP, donc l'accessibilité des bâtiments communaux pour une enveloppe d'environ 100 000 euros cette année. Une installation de vestiaires modulaires au patinodrome pour 80 000 euros. Il n'y avait pas de vestiaire depuis l'installation des patinodromes, c'était quelque chose qui devait leur être fait et donc qui sera installé cette année. Et puis divers travaux dans les écoles et des équipements pour les services. Ça peut être du matériel comme un tracteur ou autre pour l'espace vert, ainsi de suite. On aura le détail au mois de mars. Autrement, on a 500 000 euros de report de 2017 sur 2018. Donc c'est un report qui paraît très important, mais il y a 300 000 euros à peu près d'achat de terrain là, pour l'église et les granges là, qu'on a voté dernièrement en conseil, dont les actes n'ont pas pu être faits avant la fin d'année. Donc ça fait déjà une grosse enveloppe. Et il y a des travaux pour le bar d'Hippolyte de Rouet et pour le stade qui n'ont pas été encore réglés non plus fin 2017. Et puis le remboursement du capital de l'emprunt, donc pour 430 000 euros cette année. Donc avec une légère augmentation là aussi. On avait une annuité un peu plus élevée après la renégociation de l'emprunt. Un emprunt qui était moins à risque, mais avec une annuité un peu plus élevée. Les recettes d'investissement, on va retrouver un virement de la section de fonctionnement qui serait en excédent de 840 000 euros. Le FCTVA qui sera à 200 000 euros cette année, donc en baisse puisqu'on a eu moins de travaux bien sûr que sur l'année 2016. Les amortissements pour 231 000 euros. Les cessions de terrain pour 107 000 euros. Donc un terrain qui est en vente, qui a été vendu, il reste les actes à faire. Et puis des subventions, pour l'instant, c'est des reports de 2017 pour 66 000 euros qui restent à toucher. On aura sans doute à ajouter, quand on aura un accord, la subvention dont on discutera tout à l'heure au niveau de la DETR pour l'ADAP, qui viendra s'ajouter aussi à ces recettes. Voilà, donc au total, ça fait un budget qui serait légèrement supérieur à 10 millions d'euros. Donc on retrouve un niveau à peu près équivalent à l'année 2016, il me semble, ou 15. Pour équilibrer le budget dans les recettes, si vous avez eu le temps de faire le calcul, il faudrait 500 000 euros à inscrire comme emprunt pour l'équilibre, après affectation des résultats de 2017. Et bien sûr, je rappelle qu'il n'y a pas de hausse des taux de prévu, donc on serait au même taux d'imposition en 2018 qu'en 2011. Voilà un petit peu les différents éléments que je pouvais vous fournir pour ouvrir ce débat d'orientation budgétaire. Bien. Donc vous avez un exposé complet, mais sans doute avez-vous des précisions à demander ou avez-vous des remarques à formuler sur ces orientations budgétaires. Donc je rappelle, le budget sera voté le 15 mars. Et donc, qui veut prendre la parole? Gaël? Jean-Marie, tu peux couper pour les... Pardon. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, merci de l'exposé que vous venez de nous faire concernant vos orientations budgétaires pour l'année 2018. Il est clair, précis, et nous remercions les services pour leur contribution et expertise. Il nous inspire néanmoins quelques réflexions. Tout d'abord, concernant la loi de finances 2018 qui semble vous inquiéter au plus haut point,
concernant une des mesures phares de ce PLF et la mise en œuvre de l'exonération progressive de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Nous pouvons vous comprendre. À ce sujet, nous souhaiterions connaître le chiffre exact et non en pourcentage de cette exonération pour la commune. Pour nous, cette réforme, c'est de la démagogie. On va leur donner de l'argent d'un côté et on leur reprend par ailleurs. Le contexte économique. Les estimations pour fin 2017 constatent une reprise de la croissance et une faible inflation avec un PIB en progression à 1,8% en 2017 et une dette estimée à 2,9% du PIB. Première fois sous les 3% depuis 2007. Une inflation annuelle autour de 1,2%. Dans le contexte financier, nous avons constaté une forte augmentation des recettes de fonctionnement grâce au recouvrement de l'APLPE, mise en œuvre pour l'année 2017. Pour rappel, Monsieur le maire, sur le DOP 2017, nous vous avions déjà mis en garde car nous ne voulions plus de matraquage fiscal de votre part avec la métropole. Après nous avoir lourdement sanctionné en 2016 sur l'augmentation de la taxe intercommunale pour les propriétaires et d'autre part la CFE pour les entreprises, le pire est arrivé en 2017 avec la taxe locale de la publicité extérieure. Vous êtes en train de spolier les entreprises de la commune. À trop taxer, on bloque l'investissement, on grippe l'appareil économique, ce qui limite la création d'emplois. N'oublions pas qu'il s'agit à la base d'une taxe qui n'est pas obligatoire et que certaines communes sur la métropole ne l'appliquent pas, comme la commune de Thoiry-sur-Loire et bien d'autres. Néanmoins, vous avez fait un choix stratégique sur le développement de la commune en faisant l'acquisition du centre technique départemental. Merci de votre attention. Alors, y a-t-il d'autres interventions? David? D'abord, je voudrais remercier Jean-Marie pour son exposé qui est très clair. Merci pour le travail avec les équipes, bien sûr. Le contexte national. Le contexte économique national s'améliore en effet progressivement. Le PIB 2017 est très proche de 2%. La dette française baisse et l'inflation est contenue. Le chômage reste cependant toujours à un niveau trop élevé. Pour cette année, les mesures gouvernementales inscrites dans la loi de finances au sujet des collectivités locales devraient avoir peu d'impact sur nos finances. Cela reste flou pour les années à venir. Nous le partageons. Quid de la pérennité de la compensation sur l'exonération de la taxe d'habitation? Comment sera pris en compte le dynamisme de notre commune? Nous précisons cependant que la limitation des dépenses à 1,2% ne concerne pas l'ensemble des dépenses publiques, comme indiqué dans la notice, mais seulement les dépenses de fonctionnement. Ça a été corrigé, j'ai vu que ça a été corrigé dans la présentation qui a été faite. Concernant les perspectives budgétaires, malgré les incertitudes sur l'avenir des finances communales, nous devons mettre en œuvre les moyens pour nous permettre de rester maîtres de notre avenir. Pour les dépenses de fonctionnement, vous envisagez de poursuivre la maîtrise engagée l'année dernière. C'est une demande que nous faisons depuis notre élection. Nous nous félicitons que cette démarche soit enfin engagée. Pour la gestion du personnel, le personnel ne doit pas être qu'une ligne de dépenses. Nous souhaitons qu'un effort particulier soit porté sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de notre commune et pourquoi pas en partenariat avec notre métropole. C'est la meilleure façon d'accompagner nos agents dans la gestion de leur carrière et ainsi leur offrir des perspectives d'évolution. Les recettes et leur évolution. Elle ne proviendra pas cette année d'une augmentation d'impôts. Nous sommes d'accord et y veillerons, notamment concernant notre métropole. Enfin, nous regrettons une nouvelle fois de ne voir aucune vision budgétaire à long terme. Dans les années à venir, nous allons accueillir de nouveaux habitants. Nos investissements doivent donc être anticipés et notre projection doit être pluriannuelle afin d'avoir un schéma directeur d'orientation. C'est une demande que nous faisons chaque année. Pour 2018, nous réitérons de nouveau cette demande et confirmons aussi notre souhait d'y participer. Quant au budget 2018, le budget de fonctionnement représente les moyens mis à notre disposition pour apporter aux Sorignérois les services publics et un cadre de vie agréable. Conserver les dynamiques insufflées pour les associations communales et portées par le CCAS est essentiel. Au niveau des dépenses de fonctionnement, nous constatons que cette année,
elle devrait diminuer de 1%. Cela fait 4 ans que nous en demandons la stabilisation et que vous nous répondez que ce n'est pas possible. Quelles sont les raisons qui la rendent possible cette année? Les dépenses de personnel vont être stabilisées. De nouveau, comment est-ce possible cette année? Comme indiqué précédemment et les années passées, nous revendiquons le fait qu'il y a nécessité de mettre en place une GPEC afin d'anticiper dès maintenant les départs et donner des perspectives à nos agents tout en maintenant un service de qualité aux Soriniérois. Concernant la pénalité SRU, ne devrait-elle pas être atténuée par des perspectives de vente de terrain, comme à la Fernière pour les logements sociaux, ou la participation à des opérations, comme la rue de la Poste? Au niveau des recettes de fonctionnement, les redevances à caractère social, n'est-ce pas un peu conservateur de maintenir au même niveau compte tenu de l'augmentation du nombre d'enfants dans nos établissements scolaires et de la perspective de réouverture de centres de loisirs le mercredi matin? La baisse des contributions directes. Votre présentation nous paraît ambiguë. Je précise que c'est celle qui était écrite dans la notice du conseil municipal. Vous parlez à la fois d'une baisse, mais aussi d'une augmentation du fait des bases et du dynamisme des créations de logements. Pouvez-vous nous expliquer? Pour les investissements à venir, vous nous annoncez un montant total d'investissement à hauteur de 2,2 millions d'euros. Cela constitue une baisse de presque 50% par rapport à 2017 et de 30% par rapport à 2016. Dans une ville comme les Sorinières, qui est en pleine mutation, cette baisse nous pose problème. Nous vous réitérons donc notre demande d'avoir une vision à moyen et long terme via un schéma directeur d'orientation sur l'investissement. Concernant les dépenses, 2,2 millions d'euros sont anticipés avec seulement 1,9 million de recettes. Pourriez-vous nous clarifier ce point? En conclusion, les perspectives que vous envisagez pour ce budget 2018 laissent présager une meilleure maîtrise des dépenses de fonctionnement que dans les budgets précédents. C'est notre souhait depuis 4 ans. Nous nous réjouissons que ce soit enfin possible. Cette maîtrise est impérative. Elle permettra de dégager des fonds pour nos investissements futurs. Nous demandons cependant à voir comment cela va se traduire dans le budget qui nous sera proposé au vote. L'année dernière, nous n'avions pas retrouvé les engagements pris lors du débat d'orientation budgétaire dans le budget qui nous avait été proposé au vote à la suite. Enfin, comme déjà évoqué, nous ne trouvons aucune vision à long terme. Pour la gestion du personnel, elle ne doit pas être que budgétaire. Elle doit s'accompagner de la mise en place d'une GPEC, nous le répétons, afin d'anticiper les départs et les réorganisations des services induites. Nous devons donner des perspectives d'évolution à nos agents pour maintenir un service de qualité aux Soriniérois et l'enthousiasme des équipes. Pour la stratégie d'investissement nécessaire à l'accompagnement de l'évolution de notre commune, nous demandons la mise en place d'un schéma directeur d'orientation. Il permettra de définir sur plusieurs années les besoins d'investissement de notre commune et d'ajuster le rythme des réalisations en fonction des contraintes budgétaires qui nous seront imposées. Malgré le contexte et les perspectives incertaines sur les finances des collectivités locales, nous devons rester maîtres de notre avenir et rester acteurs en mettant en place une stratégie à long terme, tant au niveau des investissements que des ressources humaines. D'autres interventions? Non? Donc, est-ce que tu veux répondre à quelques questions techniques du genre pourquoi il y a des baisses et des hausses, même des choses comme ça, puis après je répondrai sur le global. Oui, donc là, quand on parle de baisse des contributions directes et une augmentation après, c'est qu'en fait, on va effectivement, avec la mise en place de dégrèvement de la taxe d'habitation, sur l'enveloppe de la contribution directe de taxe d'habitation, on va avoir une baisse. Mais vu que ça va être compensé par l'État, l'enveloppe globale ramenée sera donc en augmentation, mais ce ne sera pas sur les mêmes chapitres. C'est pour ça que c'était peut-être pas dit très clairement dans la notice, effectivement. Et c'est ça qui explique qu'il y a une baisse, mais on augmente quand même. Et autrement, sur la baisse de moitié de l'investissement, c'est essentiellement la différence se fait par rapport au remboursement de l'emprunt qui était pour 1,8 million sur les 4 millions dans l'investissement de 2017. Donc là, on se retrouve au même niveau, en fait. Voilà, question technique. Alors,
la question de la maîtrise. La gestion d'une ville, j'allais dire, c'est un peu comme un paquebot. Oui, c'est ça. Il y en a peut-être qui pensent qu'on peut couper comme ça du jour au lendemain dans l'art et puis ça y est, c'est fini. Non. Il y a en face de nous des agents dont vous louez les qualités, etc., etc. Sauf que nous, les agents, ils sont bien là, présents, des hommes et des femmes. Et donc, du jour au lendemain, il n'est pas toujours aussi facile qu'on pourrait le croire, qu'on pourrait le dire, surtout le dire. Et donc, ça fait quelque temps déjà, et pas seulement depuis que vous le dites, cher ami, que nous regardons de très près comment optimiser les dépenses de personnel et faire en sorte que les services assurent bien ce qui est essentiel, ce qui correspond à nos politiques, et donc effectuent ce travail en adéquation avec tout le monde. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, nous avons eu en 2017 le départ d'un cadre donc en fin de carrière, un cadre de haut niveau en termes de compétences et de salaire. Et ça, évidemment, ça fait depuis, pas 2001 que je suis là, mais depuis 2010 qu'il est à ce grade, je crois. Je ne sais plus, oui, c'est ça, Jean-Marie ? Ah, oui. Depuis 2010 qu'il est à ce grade, que je savais que, et nous savions, qu'il y aurait à un moment donné, en 2017, une possibilité et c'est ce à quoi nous sommes employés, de réorganiser les services face à ce départ d'un cadre important, comme on vous l'a expliqué. Il faut s'occuper des ressources humaines au niveau du personnel et des finances, et donc il avait avec lui depuis quelque temps une personne aux ressources humaines et une personne qui avait été recrutée justement, et donc ça, c'est pour ça que je parle de paquebot, parce que ça se travaille sur le long terme, c'est pas du jour au lendemain qu'on peut taper dedans. Donc on avait prévu donc on avait recruté quelqu'un sur les ressources humaines qui du coup à son départ devient responsable des ressources humaines, donc monté en compétences de plus jeunes. Aux finances, il était aidé par Monsieur Fuerte qui est là, et également Monsieur Fuerte du coup monte en compétences. Donc comme ça, sans avoir à employer quelqu'un d'autre, en répartissant ces deux fonctions sur d'autres personnels, eh bien, on arrive forcément à faire baisser la masse salariale. Donc j'insiste bien sur le fait que ça, c'est pas quelque chose qu'on a besoin d'écrire dans un grand schéma. On a bien présent à l'esprit. On a d'autres départs en retraite qui se profilent à l'horizon, qui seront l'occasion aussi, on commence à y travailler, l'occasion de réorganiser certains services. Et de ce fait, quand c'est des départs de cadres, effectivement, il faut trouver des solutions pour que l'ensemble des services puissent fonctionner tout en allégeant les charges financières. Donc, il n'y a pas du tout une action qui serait soudaine parce que vous le dites. C'est pas du tout ça. C'est gentil de nous dire de ce qu'il faut faire, mais dans la pratique, on l'a déjà entamé bien avant que vous soyez élu. Et le problème, c'est que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et donc, nous travaillons déjà. Nous avons beaucoup travaillé sur la réorganisation des services à l'occasion du départ d'un cadre. Nous savons qu'il y en aura d'autres qui vont partir. Et donc, nous travaillons aussi à une réorganisation des services à ce niveau-là. Donc, je pense que là, on vous remercie de vos recommandations, mais c'est déjà quelque chose qui est en œuvre depuis quelque temps. Alors, sur la loi SRU, Jean-Marie a précisé que c'était une estimation, enfin, a précisé le montant 125 000, mais c'est une estimation. J'espère qu'on ne dépassera pas, mais je suis assez inquiet sur le sujet. Vous savez par ailleurs que pour les communes qui ne sont pas à 25%, il y a un plan de rattrapage qui doit s'accélérer. L'accélération est telle que, rapidement, on devrait ne construire que du logement social sur la commune. Comment pouvez-vous imaginer une telle chose ? Physiquement, même, c'est impossible. Il y a bien des gens qui achètent un terrain et qui construisent. Donc ça veut dire que le nombre de logements augmente et qu'il faudrait que toutes les autres opérations soient que du logement social. Je pense que, techniquement, humainement, c'est pas quelque chose qui est réalisable. On ne peut pas utiliser que mettre du logement social partout sous la ZAC des Vignes. Cœur de ville, idem. Donc, il y a une loi qui a été votée en son temps, qui était
généreuse, qui était solidaire, c'est-à-dire on essaye de mettre le paquet pour que les difficultés de beaucoup d'habitants en France à se loger soient résolues. Donc en obligeant toutes les collectivités, je rappelle que ce n'est pas toutes les communes de France, c'est bien que les communes qui sont dans une aire urbaine. Et qui donc sont tenues à... Donc ça, je ne sais plus le nombre de communes que ça représente, mais c'est quand même très faible. Évidemment, il y a toutes les grandes villes, et à l'intérieur des grandes agglomérations, toutes les communes qui en font partie. Donc, du coup, des villes plus petites. Cette continuité avec une zone urbaine forte oblige maintenant Pont-Saint-Martin et Haute-Goulaine, qui n'étaient pas avant soumises à cette loi, de rentrer dans le système. Et je peux vous dire que ça leur fait tout drôle. Hein ? Et c'est les 2 seules communes du département. Il y a donc un autre groupe sur Saint-Nazaire, un groupe sur Nantes. Je ne sais plus si Châteaubriand fait partie aussi, mais de toute façon, c'est quand même limité aux grandes agglomérations, finalement. Et donc, l'obligation, si vous avez eu l'occasion d'en discuter avec les 2 maires concernés là, qui viennent d'arriver dans ceux de Pont-Saint-Martin et de Haute-Goulaine, je peux vous dire qu'ils sont remontés. Je n'irai pas jusqu'à tenir les discours que Mme Chapeau a pu tenir, mais voilà, moi je dis simplement que cette loi qui était pleine de bon sens quelque part, puisque si on ne met pas un peu une carotte, il y a des communes qui n'ont jamais voulu faire de logements sociaux ou qui ont bloqué le pourcentage, je pense quand même qu'elle doit être adaptée. On en voit maintenant les effets pervers, entre guillemets, quand on arrive, plus on se rapproche de la date de 25% en 2025. Et donc, de ce fait, je vous dis mes inquiétudes sur la loi SRU. Alors, la question de la pénalité, bien sûr qu'elle va être diminuée quand on aura vendu, comme là, les terrains pour la Fernière. Les terrains pour la Fernière, j'ai fait le forcing pour que ce soit fait avant la fin de l'année. Normalement, ça a été le cas. Hein. Ce qui veut dire que ce sera acté en 2018 pour 2019. Ben oui, il y a un décalage de plus d'1 an, finalement, entre le moment où on vend le terrain et le moment où il va être pris en compte dans notre pénalité. Et encore, c'est pas toute la vente du terrain qui est prise, hein, c'est un certain pourcentage, me semble, de mémoire. Hein. Bon, enfin, on vous donnera tout ça, les précisions, mais pour l'instant, on sait bien qu'il faudra le faire et qu'il faudra le prendre en compte. Donc, vous voyez, c'est un sujet sur lequel je me suis exprimé publiquement. On l'a encore dit à l'Assemblée Générale des maires du Vignoble. Et on fait remonter au niveau du gouvernement, mais qui pour l'instant reste sourd à cette demande. On a vraiment un gros problème et on va dans le mur au niveau du nombre de logements sociaux qu'on doit construire. Encore une fois, la loi SRU avait du bon, mais là, sur la fin, ça devient très compliqué et impossible à réaliser. Donc il faut une adaptation de la loi SRU. Jean-Marie a évoqué les questions de réduction des charges, des services, enfin un peu partout. Bon, là, on a commencé on a toujours eu en point de mire qu'il fallait ne dépenser que ce qui était vraiment pertinent de dépenser et comment améliorer diminuer les charges des services. Vous avez vu que ça même baisse, une petite baisse. Il faut quand même comprendre qu'à un moment donné, on arrive à l'os. On ne peut plus continuer à gratter et finalement, on nous met dans des situations qui vont devenir intenables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours continuer à baisser des charges quand on a des charges de fonctionnement, surtout avec une population qui augmente. Alors, ce qui concerne la taxe d'habitation, bon, je partage ce que certains ont dit sur le fait que c'est quand même quelque chose qui est complètement aberrant. Et je redis, je l'ai déjà dit publiquement, c'est une manière beaucoup plus subtile de vous priver d'autonomie, de vous priver de fonctionnement, puisque au lieu de baisser les dotations, eh bien, on vous dit vous ne pourrez pas dépenser plus que ça. Et en même temps, eh bien, il y a une recette qu'on vous enlève. On vous enlève la recette de la taxe d'habitation, qui représente en gros 50% de nos recettes fiscales. Ça veut dire que cette recette-là, et ça a été dit tout à l'heure également, et je le confirme, c'est bien une recette qu'on reverra sous forme de compensation. Tous les ans, qu'il y aura un pourcentage plus important d'habitants qui seront exonérés. Mais on a l'habitude des dotations d'État. Il y a toujours quelque chose qui change à un moment donné, qui fait qu'on vous rembourse moins que ce qu'on vous aurait remboursé. D'accord ? En même temps,
on n'a aucune précision sur le fait que est-ce qu'une commune qui grandit, on va intégrer le développement démographique de la ville. Là-dessus, c'est tellement vague que on peut être inquiet. Donc je vous dis, ça c'est vraiment quelque chose qui revient à dire, les communes sont privées, on leur enlève leur autonomie. C'est-à-dire qu'au lieu de décentraliser, on recentralise. C'est-à-dire que l'État va se mettre à gérer les communes. Je l'ai évoqué dans mon discours de vœux, ça veut dire à quoi on va servir. Puisque finalement, il n'y aura plus rien, il y aura juste des cases à remplir, et voilà, puisqu'on n'aura plus les moyens de fonctionner par nous-mêmes. Donc c'est quelque chose d'assez grave, et je tiens à amplifier ce que certains ont dit. Alors, évidemment, sur cette question de recettes, quand on a des recettes qui baissent, on cherche des solutions. Et je n'ai pas entendu les conseils des uns ou des autres pour en parler. Je rappellerai que la taxe professionnelle, quand elle a été supprimée par le président de l'époque, M. Sarkozy, c'était pour la remplacer par la CVAE et la CFE. Là, nous, on a fait le bilan, la métropole, puisque c'est la métropole qui touchait la taxe professionnelle. Alors, on peut critiquer la taxe professionnelle telle qu'elle était. Elle a été remplacée par 2 autres impôts. Un sur le foncier, un sur la valeur ajoutée. Oui, sauf que à la métropole, on a constaté que la recette était bien moindre après la suppression de la taxe professionnelle. Donc, effectivement, il y a des entreprises pour lesquelles ça a augmenté, d'autres pour lesquelles ça a baissé, puisque les règles d'élaboration de ces taxes n'étaient plus du tout les mêmes, n'avaient plus rien à voir avec ce qui se passait auparavant. Donc, il y a des entreprises qui étaient contentes, d'autres qui n'étaient pas contentes. Au bilan, je rappelle que les collectivités y ont perdu dans l'affaire. Alors, tout le monde n'est pas idiot, donc il y en a qui, au gouvernement, se sont dit mais si les collectivités y perdent beaucoup, alors après ça a pu augmenter, mais comme aurait augmenté la taxe professionnelle, sauf qu'on est parti plus bas qu'on était auparavant. Mais le gouvernement Sarkozy à l'époque a dit écoutez, on va vous donner un petit truc en plus, on va vous créer une taxe locale pour la publicité extérieure. Merci monsieur Nicolas Sarkozy, puisqu'on en profite maintenant. Cette taxe, elle a été appliquée simplement sur les panneaux, les grands panneaux que l'on connaissait, parce que pour l'appliquer comme elle était prévue par Nicolas Sarkozy, elle était un peu transformée en 2009, c'est ça ou oui, c'est ça. Oui, bon, enfin bon, oui. Il fallait bien connaître tous les panneaux publicitaires et tout ce qui était en place sur la ville. On a bien vu que déjà, pour les panneaux, les grands panneaux pour lesquels on percevait cette taxe, c'était une déclaration que faisaient les afficheurs et que finalement, on pouvait juste vérifier rapidement si c'était bien vrai ou pas. Mais l'importance du développement économique sur la ville d'Essornières fait que le nombre de publicité extérieure est tellement important qu'il était impossible de faire ça par nos services. Théoriquement, ça aurait pu être fait par la police municipale ou par le service urbanisme. Je peux vous dire que dans les deux services, là par contre, si vous avez des conseillers à me donner, je les prends. Parce que je ne vois pas comment on peut gérer autrement et leur faire ce travail-là en plus. D'où l'idée de confier à une société qui a fait son travail dans l'année 2017 et qui a effectivement provoqué quelques réactions ici ou là, parce que les entreprises, si vous leur dites pas qu'il faut qu'elles payent à un moment donné, elles vont pas se précipiter pour vous dire que elles peuvent payer. Donc effectivement, il a fallu que ce travail d'inventaire, d'estimation du coût que ça représentait, d'envoi, il y a eu des discussions, je suis allé moi-même discuter personnellement avec un certain nombre d'entreprises pour leur expliquer la règle du jeu et expliquer ce qu'ils pouvaient faire pour réduire cette facture. Il y en a qui ont, dès ce moment-là, retiré certains panneaux. Et à partir du moment où ils ont retiré certains panneaux, si c'était au mois de mai ou au mois de juin, eh bien, ils n'ont payé pour ces panneaux-là que jusqu'en mai et juin. Ce qui veut dire que ce qu'on a cette année sera sans doute moindre l'année prochaine, parce qu'il y en a qui ont retiré quelques panneaux. Bon, ceux qui ont considéré que c'était pas nécessaire, ça s'est arrêté là. Alors il y aura d'autres entreprises qui vont venir au fur et à mesure, donc il y aura peut-être une augmentation du nombre de cotisants, mais je pense que la masse globale qu'on a à cette occasion-là, dont vous aurez le montant exact au moment du compte administratif, quand on regardera ça, permet, je le précise, de retrouver les recettes équivalentes à peu près à 2 ou 3% d'augmentation des impôts. Donc c'est une loi qui a été créée,
que nous mettons en œuvre. Il n'y a rien du tout d'anormal à ça, et ça permet d'éviter que les autres contribuables voient pour avoir les mêmes recettes. Bon. Voilà ce que je voulais dire sur... alors, le matraquage fiscal, moi je veux bien. J'ai même vu que les sorinières pour tous, c'est ça, vous écriviez dans le bulletin municipal qu'il y avait une augmentation phénoménale des impôts. Je précise bien quand même que c'est fait sans augmentation des taux de la ville. Et donc, l'augmentation, il y a une partie métropolitaine, ok, mais le reste... Vous oubliez de le dire, et ça s'appelle écrire des choses fausses pour tromper le client. Ça veut dire que vous oubliez que les valeurs locatives des logements augmentent toutes chaque année d'environ 1%. Donc faites le calcul et vous apercevrez que ce que vous racontez n'est pas forcément la réalité. Mais ça fait toujours bien de dire que le maire des Sorinières matraque ses administrés. Voilà ce que je pouvais dire comme complément sur ces interventions que vous avez. Et donc maintenant, on doit prendre acte que le débat d'orientation budgétaire a bien eu lieu. Est-ce qu'il y a des... Ah non, mais normalement c'était avant les réactions. Je conclue, moi. Oui, j'ai donné la parole. Bon, il fallait le dire avant. Alors, bien, est-ce qu'on peut prendre acte que le débat a eu lieu ? Oui. Ok, donc on passe au point suivant.